l'histoire de Nana Wax. C'est pour ça que je suis vraiment très honorée. Je vous disais, on va vivre un très grand moment. Maureen Haïté, fondatrice de la marque Nana Wax, en larmes lors de la conférence d'Investir au pays qui s'est tenue ce 8 octobre à Paris. Si tu n'as pas eu l'occasion de regarder le replay de cette conférence tellement époustouflante, je t'invite à regarder ma précédente vidéo avant celle-ci. Dans cette vidéo, Nana Wax nous raconte son parcours entrepreneurial qui était tellement éprouvant, difficile pour elle avant d'être la millionnaire que l'on connaît aujourd'hui. De la perte d'argent à être sans logement, elle nous a raconté son filtre, son parcours comme dans aucune autre interview. Abonne-toi sans plus tarder et stay tuned. Donc c'est la troisième fois qu'Investir au pays m'invite à prendre la parole, habituellement comme intervenante, mais aujourd'hui comme modératrice d'un panel exceptionnel parce qu'il réunit des entrepreneurs, des afrodescendants exceptionnels. Je vais commencer par les dames. C'est une dame qui se fait très très rare dans les médias et je vais lui demander pourquoi. On la connaît pour son amour du pain, parce que son pays, le Bénin, voilà. Attention. Son pays, le Bénin, a cette longue histoire avec les femmes qu'on appelle les nanabans. Donc c'est commerçante historique du pain. Et c'est par sa grand-mère et sa maman que cet amour du pain est venu. Elle l'a modernisé, démocratisé, internationalisé. D'abord sur Facebook avant de prendre son Instagram et TikTok. Elle a migré ensuite vers l'immobilier avec donc la société Nana Omseli. Je ne vous présente plus Maureen Haïté, fondatrice de Nana Wax, des applaudissements. Bienvenue à Paris, Maureen. À Santa, qui nous est la Côte d'Ivoire, ici. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu la dame derrière Nana Wax, Maureen, encore plus fort. Bienvenue, où tu veux. Alors je pense que la prochaine fois qu'on la verra, c'est dans 10 ans encore. Maureen est extrêmement rare, et elle a bien raison. Donc j'aurai 45 minutes avec eux, je vais essayer de respecter le temps, vous aurez 45 minutes de questions-réponses, et je vais commencer par la toute première que Philippe m'a imposée. On va commencer toujours par les dames, Maureen. Le micro est à toi. Donc la première chose que j'aimerais savoir, pour ceux qui ne connaissent pas Maureen Haïté, est-ce que tu peux nous synthétiser comment tu es tombée dans la mode? Est-ce que c'est comme Obélix dans la soupe? Est-ce que, voilà, parce que tu as fait des études en France, je pense que tu étais au Canada à un moment donné? Non, en fait, j'ai fait mes études en France, mais j'allais beaucoup m'amuser au Canada. Et comment tu atterris dans le vêtement? J'ai atterri dans le vêtement parce que je suis étudiante à Paris. En fait, je vous résume un petit peu. Je suis née en France, ma mère était hôtesse de l'air, je suis rentrée vivre en Côte d'Ivoire. Quand il y a eu la guerre, on est parti au Bénin. Ensuite, j'ai demandé le visa pour venir étudier en France, on me l'a refusé. Et ensuite, j'ai pu faire mes papiers français, j'ai étudié ici. Donc, on rappelle que tu es béninoise. Voilà. Et puis en Côte d'Ivoire, parce que Air Afrique était basée à Abidjan. Exactement. Ma mère, en fait, on est en Côte d'Ivoire depuis 3 générations, depuis mon arrière-grand-mère, donc voilà. Et à ce moment-là, moi, je n'aimais pas l'école. Ce que je voulais faire, c'était coiffeuse. Mais ma mère m'a dit, elle ne voulait pas que je fasse coiffeuse parce qu'elle dit, non, elle ne veut pas que sa fille ait un petit salon de coiffure. Mais moi, j'ai toujours eu une vision de, même si tu vends des tomates, tu dois être la meilleure vendeuse de tomates. Donc, je voulais être une superbe coiffeuse. Ma mère ne voulait pas, elle a dit, bon, va faire au moins la licence et après, fais ce que tu veux. Donc, moi, j'allais à l'école pour aller. Mais comme j'aime beaucoup les langues et que j'aime la langue des signes, j'ai étudié ça à l'école et je devais aller faire un stage en Bulgarie. Et pour me faire de l'argent de poche, j'ai dit, bah, j'ai une page que j'animais qui s'appelait J'aime le pain de chez moi il y a à peu près 10-12 ans. Et je vais vendre quelques vêtements que les gens aiment bien. Donc je suis allée à Cotonou en vacances, j'ai fait une vingtaine de robes, je suis venue vendre. Il y a eu plus de 200 personnes qui sont venues acheter alors que j'avais que 20 robes. Et donc j'ai demandé à repousser mon stage pour pouvoir faire le stage en janvier et vendre pendant 4-5 mois. Et donc j'ai jamais repris le stage, j'ai continué à vendre, faire des petites ventes privées dans le 18e. Je louais des tables à 50 € et pour économiser les 50 € c'était une galère.
Et je vendais, enfin voilà, dans des petits stands. Et les gens m'écrivaient, oui, je veux acheter à Abidjan. Je dis, mais qui va acheter du prêt-à-porter en wax à Abidjan ou en Afrique alors qu'il y a des tailleurs partout? Et en fait, il y avait une demande, donc j'ai commencé à faire beaucoup de ventes privées en Afrique. Et ça a bien fonctionné, j'ai ouvert une boutique et ensuite plusieurs. Donc c'est plutôt la demande qui a fait que tu insistes et t'éternises finalement dans la mode avant de finir dans l'immobilier, on en parlera un peu plus tard. Je faisais Nana Wax, ça faisait peut-être 6 ans, j'avais économisé de l'argent et j'ai toujours voulu faire de l'immobilier, de la construction, j'adore les briques, le ciment et tout ça. Et je me suis dit, quand j'aurai de l'argent, je vais faire quelque chose qu'il n'y a pas au Bénin dans mon pays. Et même à l'heure d'aujourd'hui, parce que ça fait 5 ans que ça s'est arrêté, il n'y a aucune salle de fête, de réception pour faire des vernissages au niveau où je voulais faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'ai voulu investir en créant une salle de fête pour les mariages, les concerts, les vernissages et tout ça. Et j'avais même pas encore de maison, je louais, mais je voulais faire ça parce que je savais que ça allait être rentable et qu'il y avait de la demande. Donc j'ai tout fait dans la légalité. Pendant 1 an, j'ai fait les demandes, on m'a attribué un terrain dont j'ai payé le bail, j'ai pris mes architectes en Afrique du Sud. En fait, j'ai mis tous les moyens pour avoir la meilleure salle qu'il pouvait y avoir dans le pays. Donc on a commencé à construire. Et je suis une personne, je n'aime pas commencer et puis attendre et tout ça. Donc, même avant de commencer à construire, j'ai acheté tout le matériel, des cuisines industrielles, j'ai vu les meilleurs chefs, j'ai regardé les meilleures émissions pour commander les meilleures choses. Par exemple, si vous voulez faire un mariage, j'ai fait des salles de testing, comme on fait aux États-Unis, où tu viens goûter le gâteau, le vin, comment on met la table. On construisait et on était à 80% de la fin du gros œuvre. Et combien d'investissements à ce niveau 100 et quelques millions de francs CFA, plus de 150 000 euros. Et sans prêt bancaire, sans aide, ni rien. Et ma mère reçoit un courrier. Ma mère reçoit un courrier parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que, ayant grandi en Côte d'Ivoire, j'ai 34 ans, mais j'ai passé 20 ans en Côte d'Ivoire. J'ai toujours voulu faire ça en Côte d'Ivoire. Et ma mère m'a dit, mais non, on est béninois quand même, fais des choses au Bénin. Je dis, non, vous, votre pays où on commence à faire des choses et puis un matin, on vient te mettre des bâtons dans les roues. Elle a dit non, fais quand même au Bénin. Et comme c'est ma mère chérie, je l'ai écoutée, j'ai fait ça. Donc elle reçoit un courrier, moi j'étais pas là, disant qu'il faut arrêter la construction parce que il y a un nouveau président et qu'ils ont décidé d'utiliser tout le terrain de cette zone pour un projet, on ne sait pas quoi. Donc elle n'osait pas me le dire, elle a essayé d'arranger pendant quelques semaines. Quand un jour, ils ont envoyé des gens fermer, le chantier. Voilà, arrêter le chantier. Donc elle était obligée de me le dire, moi j'étais pas là. Donc elle me dit, ah voilà ce qui s'est passé et tout. Et je dis, non mais c'est pas possible en fait. Et ils ont dit que c'est une décision, que tout le monde arrête. Donc on arrête et qu'ils vont nous dédommager. Et ça fait 5 ans, on n'a eu aucun dédommagement, tout est resté à l'abandon. C'est vous dire, des toilettes, à la sono, à la cuisine, au matériel pour faire des vernissages, tout est là, encore stocké. Il y a des choses que j'ai pu réutiliser après dans d'autres constructions, mais c'est l'argent qui a été jeté à la poubelle et c'est resté comme ça en fait. Donc ne croyez pas que tout ce qu'on entreprend, tout est toujours bon, qu'on ne se fait pas avoir. On se fait aussi avoir, mais c'est savoir se relever qui est plus important. Merci. Et voilà. l'histoire de Nana Wax. C'est pour ça que je suis vraiment très honorée. Je vous disais, on va vivre un très grand moment. Comme on le dit souvent, ne laissez pas. Si le lion racontait son histoire, le chasseur ne raconterait pas les bobards. Oh, j'ai tiré comme ça, j'ai attrapé par les cheveux, Et donc, mon livre aujourd'hui va vous raconter ce qui s'est passé à la chasse. Donc, elle a dormi dans le dépôt de sa boutique pendant 1 an. Il me semble aussi qu'au Bénin, vous avez dormi, occupé une partie de la boutique de votre maman. Non, en fait, elle avait une boutique de mariage à l'époque et ça marchait pas, elle a fermé. Donc moi, je suis retournée quand j'ai commencé Nana Wax. J'ai loué la moitié de l'espace qu'elle louait parce qu'elle faisait des robes de mariage et à côté, elle faisait une cabine téléphonique. Et je lui ai dit, maman, les gens ont besoin de glace dans le quartier. Donc j'attachais des sachets d'eau et on mettait au congélateur et on vendait aux gens. C'est cette partie en fait que je suis venue louer en me disant, les vêtements en wax prêt à porter, ça va jamais marcher.
je vais juste faire ça pour l'été et ensuite retourner en Bulgarie, et ça a très bien marché. Donc j'ai pris l'autre côté du magasin et on a continué. Mais à ce moment-là, quand j'ai commencé Nana Wax, j'avais pas encore beaucoup d'argent. Donc je vivais dans ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire une cour commune, mais au Bénin. C'est genre des petites pièces, enfin, où il y a plusieurs personnes qui habitent, et c'est une cour et il y a plusieurs personnes qui habitaient là-bas. Et je me suis dit, c'est pas grave, vis comme ça avec ta mère un moment, et puis quand vous pourrez avoir autre chose, vous irez sans que ton cœur batte. Et c'est comme ça que quand je suis retournée à Abidjan, au lieu de prendre un appartement, dépenser de l'argent, j'ai vécu à l'arrière de la boutique pendant 1 an. Et dans les toilettes de la boutique, j'avais fait mettre une douche. Donc quand les clients partaient, les vendeuses partaient, je fermais, j'allais me doucher là-bas, je faisais mes trucs, et j'ai fait ça pendant 1 an. Et après, j'ai des amis qui habitaient, qui déménageaient, qui avaient payé 1 an de loyer, donc j'ai vécu dans leur appartement. Et j'ai dit, un jour, je vais trouver pour moi. Et j'ai eu l'opportunité, il y avait un vieil immeuble tout pourri, aux 2 plateaux, et ils vendaient des appartements. Et j'ai demandé, on dit, ah bon, c'est des petits trucs, ah, vu la grande Nana Wax, vous ne pouvez pas habiter dans un truc pourri comme ça, en plus, c'est qu'une chambre salon, vous ne pouvez pas. J'ai dit non. Donc j'ai pris cet appartement, je l'ai acheté, et je l'ai retapé, et j'ai vu qu'en fait, dans l'immeuble, il y en avait d'autres. Et j'ai demandé, est-ce que je peux acheter, parce que je regarde mon compte bancaire, je dis, mais Maureen, tu peux te permettre de faire ça. Et donc j'ai acheté celui d'en face, et ensuite dans l'immeuble, j'en ai acheté 7 que j'ai retapé. J'ai revendu 2 appartements qui ont payé les 2 appartements. Et j'habite dans un seul jusqu'à présent, et les autres, je les mets en Airbnb. Tout l'immeuble vous appartient en fait? Non, non, j'ai que 7 appartements dedans. Dans l'immeuble, il y en a au moins 50. Ah, d'accord. Et donc, c'est avec l'argent de ça et Nana Wax qui continuait que je me suis dit, j'ai envie d'avoir un terrain, de construire, de bâtir, pas juste de rénover comme je fais habituellement. Donc, je trouve un terrain à Sydney que j'achète et que je construis, et ceux qui me suivent vont pouvoir les péripéties. Mais finalement, j'ai réussi à avoir ce que je voulais dans mon rêve, et ce n'est pas une fin, parce que je continue à rêver toujours plus grand et aller toujours plus loin. Et du coup, on revient à la diaspora. Est-ce que quand vous intervenez, Philippe et vous, c'est toujours pour entrer au pays, pour rentrer, voilà, la faveur, la peur, tout ça?